Hey, salut tout le monde, c'est Christian, un des podcasts agricoles du Québec. Hey, aujourd'hui, je suis avec Philippe Dumas, le candidat du Parti québécois dans Nicolet-Bécancour, où on va jaser un peu d'agriculture. Salut Philippe! Salut Christian. Ça va bien? Oui, toi. Ben oui, ben oui. Hey, écoute Philippe, je fais une petite tournée avec quelques candidats dans la circonscription pour parler un peu plus du programme agricole. Qu'est-ce que vous avez à proposer, puis ça va, puis on va en jaser un peu, voir qu'est-ce que j'en pense. Je trouve ça bon ou pas bon, ça peut arriver des fois. Mais avant, on va commencer parce que tu as parti une start-up là 2 ans, je pense, qui s'appelle Ouais, Panier Local. exact. Et- C'est au tout début de la pandémie, dans le fond, 2020, dans les premières semaines, même, je dirais, là, le confinement, c'est le fameux 13 mars, je pense qu'il avait annoncé. Je me rappelle plus de la date. Bref, ben moi, ça faisait euh, déjà une couple de jours que j'étais confiné à cabane à sucre. Fait que ça change pas ouais. grand-chose pour moi. Ben, ça, c'est le genre de confinement qu'on aime, qui est prévu, surtout. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Encore aujourd'hui, je suis directeur au Moulin Michel. Puis à l'époque, je l'étais encore, je l'étais déjà. Et l'idée je peux peut-être expliquer en premier ce que c'est puis comment c'est né là, mais c'est une plateforme en ligne qu'on a mis en ligne au début avril, donc où on faisait le lien entre le producteur, le transformateur et le client. Rapidement, de ce qu'on peut penser, un genre de good food, mais vraiment avec nos produits locaux, puis achetés à la pièce. Donc, vraiment une épicerie en ligne. Fait qu'une fois par semaine, les gens peuvent acheter, prendre, en fait, sélectionner les items qu'ils veulent recevoir, puis dans la même semaine, dans les 7 jours, ils recevaient leur commande. Je parle au passé parce que la formule a un petit peu changé, parce qu'on est quand même 2 ans plus tard, là, après le confinement complet. Puis c'est ça, non, c'est une belle histoire. On a commencé avec cinq transformateurs, producteurs au tout début, puis le pont, en fait, c'était ceux que je connaissais bien d'abord au Moulin Michel. On a une boutique agro intéressante, fait qu'on est parti avec ceux-là pour les livrer. Ils ont sauté dans l'aventure assez rapidement. Puis à son apogée, là, on a atteint 80 producteurs sur les deux territoires, là, MRC de Nicolet, Yamaska et de Bécancour. Puis, c'est ça. Donc, autant pendant les confinements, on en a quand même vécu deux, les gens pouvaient faire leur épicerie en ligne. On entendait beaucoup. En fait, l'idée de base, là, c'était, euh, on nous disait, achetez local, mais restez chez vous, puis autant que possible, magasiner en ligne. On avait c'était la contradiction même parce que notre local, nos producteurs n'étaient pas disponibles en ligne. Fait que c'est ça vraiment l'attaque là, Ouais. qu'on a fait. Monter une plateforme web, ça coûte de quoi? Fait que là, comme toi, d'avoir une plateforme où ce que tout le monde vient de se greffer à ça, ça vient quand même de, tu sais, ça te fait plus d'achalandage pour toi. Puis ça coûte, tu sais, si tu sépares les coûts, mettons, de montage du site web avec tous les producteurs, au moins, tu sais, c'est comme un win-win, là, d'une certaine façon. Puis le consommateur qui arrive sur ta page a beaucoup plus de choix que si ça va rien que sur la page de quelqu'un de tout seul, si on veut, là. Oui, 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 parce au début, même je dirais après la création de panier local, c'est là qu'on a vu le panier bleu, c'est là qu'on a vu, il y a beaucoup je pense que c'était le MAPAC, non, les MRC, ils accompagnaient les producteurs pour qu'ils fondent chacun leur propre boutique en ligne, mais après ça, une fois fondé, il faut livrer. Puis c'est là Ouais. que de travailler ensemble, de rassembler tous ces producteurs-là, ça venait absolument logique. Puis pour la plateforme aussi, ça a été beaucoup de créativité. Là. Grosso modo, on s'est lancé. Le seul actif qu'on avait, là, c'était la voiture qui, pendant les 5 premières semaines, nous permettait de faire les livraisons. Mais sinon, la plateforme web, là, c'était du temps, c'était un Excel, un gros Excel avec une plateforme en ligne qui nous permettait d'avoir ce qu'on voulait, qui était québécoise. Fait que peut-être un 200 $ d'investissement, puis c'était lancé. Ah, tabarouette, c'est pas si pire. Ouais. Oh, oui, non, je t'entendais parler monter la plateforme web et tout ça, ça a été fait avec nos moyens, là, puis assez rapide. Ah, bon, crème, c'est pas pire. Puis Ouais. la réponse a été bonne de ça, le panier local, puis... Absolument. Je oui. pense, pendant les périodes de confinement, on était pour plusieurs, on était la source d'épicerie carrément principale, puis ils venaient combler avec le reste. Hors confinement, on a senti toujours la volonté d'aider, pas d'aider, d'encourager, là, c'est ce qu'ils disaient encourager, mais
pour moi puis Fred, les deux fondateurs, c'est plus qu'encouragé. On trouve ça responsable d'acheter local. Tu sais, en fait, commerce de proximité à la base. Donc, le rendre disponible à l'année et en tout temps, confinement ou pas. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On a modifié un petit peu la formule pour des paniers pré-montés, mais quand même, c'est ce qu'on trouve important là-dedans. Puis ça, est-ce que c'est livré, mettons, dans une boîte en styrofoam toute congelée? Non, ça aussi, c'est une grosse affaire parce qu'au début, on livrait, on livrait du frais parce qu'on n'avait pas encore de camion de livraison. Donc, tout ce qu'on récupérait était livré dans la journée même. Fait que, niveau de chaîne de froid, ça facilitait beaucoup les choses. Quand on a monté à beaucoup de commandes, en fait, là, on a eu besoin d'un local. On est installé dans l'ancienne tabagie à Gentilly, qui est maintenant notre bâtiment. Puis avec des congélateurs. Et après ça, pour les livraisons, pour être plus éco-responsable aussi, on a acheté des bacs en plastique réutilisables. Donc, ça pour tous les aliments. Puis ce qui était froid, oui, en effet, il y avait des ice packs, puis des bacs, des sacs thermos, en fait. OK. J'avais déjà acheté de quoi, moi, dans une boutique en ligne, justement, comme ça, mais ça arrivait congelé, mais tu sais, dans une boîte livrée par Dicom. C'était une boîte en styrofoam avec une boîte de carton par-dessus, c'est bien sûr. Ouais. De la glace dedans pour tout maintenir ça congelé, puis ça arrive, c'est encore, il n'y a rien que de dégelé, là. Mais eux, c'est ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils savent pas le délai exact de livraison. Ils l'envoient, puis après ça, ça dépend d'Icom. S'il reste une journée de plus à l'entrepôt, ça se peut. Idéalement, non. Mais nous, dans notre cas, c'est ça qui a permis qu'on se soit lancé très rapidement. On faisait tout de A à Z, de la mise en ligne des produits jusqu'à prendre des photos, même pour les producteurs qui avaient de la difficulté à prendre des belles photos, jusqu'à la livraison. Oui, mais là, c'est sûr que, tu sais, comme moi, l'ouvrage, j'en ai jamais manqué, mais là, tu sais, comme toi, t'es directeur du Moulin Michel, du jour au lendemain, le moulin est fermé, fait que là, faut que tu trouves de quoi faire, veux pas, là. Oui, exact. C'est une bonne idée. On était devant l'inconnu, là. Ben, vraiment, je peux le ramener dans une situation d'urgence le 13 mars. Oh, OK, le moulin, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On ne sait plus. Bon, ben, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est chef cuisinière. OK. Moi, je faisais la 132 à tous les matins. Activité essentielle. Bon, on va nourrir le monde, puis on va les livrer. Fait que l'idée est vraiment germée de ça. Ouais. Puis, quelqu'un du Bas-Saint-Laurent qui commande sur panier local, vas-tu livrer pareil ou tu t'envoies ça par Dicom? Parce que le local par le local. Il est plus local. Il est plus local. Non, c'est vraiment c'est pour le territoire des deux MRC puis Trois-Rivières même. OK. Puis, tu sais, c'est une start-up, tu l'as dit, au début de la deuxième année, on a lancé panier local Trois-Rivières. Donc, là, c'était Nicolet Bécancour, on approvisionnait Nicolet Bécancour et Trois-Rivières. Puis, à un moment, on a lancé aussi Trois-Rivières pour approvisionner le marché de Trois-Rivières. Ça te donne plus de producteurs aussi du coin de Trois-Rivières. Exact. Tu viens bonifier ton panier d'une certaine façon. Oui, mais tu sais, puis ce qu'on a compris après ça, c'est les acheteurs de Trois-Rivières étaient intéressés davantage à se dire que ça venait des produits frais, en fait, qui venaient de la ferme. Donc, la marque Nicolet Bécancour était beaucoup plus forte que Trois-Rivières parce que, c'est des gâteaux, c'est des produits transformés, c'est des choses du genre. Fait que là, on a tout mis ensemble. Puis, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Good. Ton site Internet, c'est panierlocal.ca. Exactement. Parfait. Et aujourd'hui, dans le fond, c'est aussi start-up. Il a fallu s'adapter. Puis le plus grand constat qu'on peut faire, là, c'est les millions de dollars que IGA, Good Food, Métro de ce monde mettent dans la publicité. De ton côté, as-tu déjà reçu les 50 $, sur tes 3-4 premières boîtes Good Food? Ouais, des fois, on reçoit ça dans le Publisac, je pense. C'est assez, ouais, dans le poste, c'est assez agressif là, comme manière de faire. On n'a jamais commandé de ces affaires-là, le Good Food ou toutes les autres marques, là, on ne l'a jamais essayé. Mais au début du mois, on a passé une fin de semaine en vacances à Ottawa. J'ai pu essayer le DoorDash pour la première fois de ma vie. Ah ouais, ça, c'est la livraison de restaurant. De restaurant. Mais nous autres, on est trop loin, on n'a pas ces services-là. Ouais, non. Mais c'est là de voir le marché est ultra concurrentiel, puis il y avait des géants, puis il y a toujours des géants. Fait que là, nous,
on s'est aperçu, on l'a étudié puis on l'a vu. Fait on s'est réajusté avec une livraison par mois maintenant. Vraiment, les gens qui veulent découvrir des nouveaux produits, les gens qui veulent découvrir des nouveaux, au-delà des produits des entreprises, là, on a vraiment des belles histoires à succès chez nous. Puis je conserve le même mot de départ. On n'a rien à envier à Charlevoix, le côté alimentaire. On a des transformateurs et des producteurs incroyables. Fait qu'une fois par mois, un panier pré-monté qui est livré à la maison. Ça, c'est vraiment dans un but de découvrir des produits de chez nous. On est comme Charlevoix au quart du prix. Aussi. Et dans le triple de l'offre. Oui. Good. Ouais. Panierlocal.ca. Fait que, allez voir ça, tout le monde. Bon, hey, là, on va s'attarder un petit peu plus sur le programme agricole au Parti québécois. Oui, notre campagne. Yes, sir, la campagne. À venir jusqu'à date, côté agricole, parce que là, tu es directeur du Moulin Michel, mais côté agricole, est-ce que tu t'y connais un peu ou pantoute ou tu te situes comment dans tes connaissances au niveau agricole? Je peux dire que je suis né dedans quand j'étais petit, mais c'est exagéré. Donc, quand même, mon père était technicien agronome au MAPAC, fait que j'ai quand même pu faire jeune des sorties à la ferme et tout ça. J'ai pas travaillé sur une ferme, mais je suis allé à l'école aux seigneuries, fait que j'avais quand même plusieurs amis qui me parlaient de tout ça. Puis après ça, ouais, non, en production, je dirais, ça se limite. Ça se limitait pas mal à ça. Avec la panier locale, ça m'a permis de rencontrer puis de comprendre beaucoup la réalité de maraîcherie, de grande culture, de production bovine, De parler aux production producteurs, laitière. là. Exactement. Puis là, écoute, avec la campagne, j'ai fait des rencontres aussi incroyables là, avec l'UPA. Mais par rapport au moulin, j'avais déjà des boulots de fait avec des boulots. Des contacts et des réflexions à faire au niveau des grandes cultures versus nous au moulin, c'est le sarrasin qu'on moue. Donc, nécessaire d'aller voir un producteur et lui demander de nous faire 2-3 tonnes par année. Oh, OK, ouais, non, c'est rentrer dans la logique ça prend des silos, ça prend. Bon, bref. Je savais Fait pas que que le moulin comment? marchait encore. Le moulin, Je oui, pensais que on c'était est rendu une salle de spectacle, moi. Oh, non, 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 non. On est un des 7 derniers moulins au Québec qui fonctionne toujours, moulin seigneurial. Et de ces 7-là, on est un des 4 derniers qui fonctionne toujours avec l'eau. OK. Fait qu'on a vraiment un joyau, on a vraiment un bijou très gentil. Ah ouais, ben tabarouette, Ouais, je savais pas ça. ouais. Pourtant, ma blonde, elle vient de là, gentil. Elle n'a jamais vanté. Mais il est méconnu encore. Mais ouais, on moue uniquement du sarrasin parce que, c'est ça, avec le volume qu'on fait, le but, c'est de préserver les mécanismes. Donc, on n'en fait pas tant que ça. Puis, le sarrasin, c'est un peu ce qui a sauvé le moulin. Là, on bifurque aussi vers, le moulin Michel, mais grosso modo, la plupart des moulins ont été fermés au début du 20e siècle. Puis, le nôtre, le premier, en fait, l'avant-dernier propriétaire a fait la modernisation du moulin. Il a retiré la roue de bois pour mettre une turbine en fonte avec une canalisation souterraine. Donc ça, il est allé chercher plus de productivité avec ça. Puis le dernier meunier, Alfred Michel, lui, quand il a acquis, il s'est tout de suite concentré dans la mouture de sarrasin là, après quelques années seulement parce que c'était la seule farine que les moulins commerciaux ne faisaient pas. OK. Donc, il a trouvé sa niche, il a fait ça. De la moulange aussi pour animaux. Puis, l'hiver, il faisait de la glace pour les frigidaires et tout ça. Mais disons, le moulin, il l'utilisait vraiment uniquement pour moudre le sarrasin. Fait que c'est pourquoi aujourd'hui, on a continué à faire uniquement cette farine-là parce que, quelque part, le moulin qui est toujours debout, et c'est entre autres à cause de ça. Ah, ben, on apprend tous les jours, c'est le fun. Capsule historique. Ben oui. Puis ton sarrasin, il arrive de où? Louisville principalement? Ou Alors, on a été longtemps à s'approvisionner à Nicolette. Après ça, Louisville depuis 2 ans. Puis là, on a trouvé un producteur à Bécancour. Là, les prochaines cultures, ça va être celle de l'été prochain qu'on va pouvoir utiliser, la ferme vert et jaune. On s'organise pour que ça fonctionne là, parce que cet été, je pense que ça n'a pas été super bon, étant donné que ça a été quand même pluvieux, si je me trompe pas. Pluvieux et froid. C'était pas la plus belle saison, mettons. On a déjà vu mieux, mettons. Là. Ouais. Puis ça dépend. Une bonne saison pour une culture et t'en es une mauvaise pour une autre. Là, mais... Ouais, les céréales, ça a été super bon cette année. Je fais de l'orge de brasserie, puis en tout cas, les rendements ont été, puis du blé, les rendements ont été supérieurs aux attentes, pas mal. OK.
Le soya, je n'ai pas commencé encore. Je vais commencer bientôt. Puis le maïs, ça s'enligne quand même assez bien. Mais tu sais, en tout cas, c'est différent d'une année à l'autre. Il faut tout le temps s'adapter en fonction de la météo. Ça change tout le temps. J'ai jamais vu 2 saisons de culture pareilles depuis le temps que je cultive, puis ça n'arrivera pas non plus. Je verrai jamais 2 années de saison pareilles. Ben, c'est ça. Cette partie-là, je la connais moins. La côté transformation, un peu plus. C'est avec le moulin, j'ai affaire au MAPAC, j'ai affaire plus au volet de transformation, exact. Good. Bon, là, on va s'attarder un peu plus sur le Parti québécois. Good. Fait que, hey, là, vous avez, tu sais, je pense que le Parti québécois, c'était peut-être un des partis, parce qu'on avait fait un live là-dessus, mais celui, quasiment un de ceux qui avait le plus de points, toutes des petites affaires, là, mais qui avait quand même pas mal de points au niveau agricole. Oui, veux pas, on a quand même l'avantage de l'historique. Là. Le Parti québécois a toujours été très près de nos régions, et nos régions sont la plupart agricoles. Et ici, au centre du Québec, on est, je pense, la 4e au Québec en importance par rapport à notre économie. Fait que ça aide beaucoup d'avoir des propositions très, très concrètes et d'être très à l'écoute. Je dirais, les demandes de l'UPA, au Parti québécois, on les a toutes prises, on les a étudiées, puis c'est, entre autres, c'est quasiment la base de nos propositions, là, en fait, dans notre plateforme de campagne. Mais avant, quand même, là, dans les 4 dernières années, on a quand même fait des recommandations au gouvernement étant quand même à l'opposition. Je pense, ça a été un peu à la mode, là, mais avec nos pollinisateurs, juste avant la campagne, entre autres. OK. Parfait. Fait que, vas-y, énumère tes points pour voir, puis on va checker ça. OK. Dans le fond, par où commencer? La propriété des terres, c'est un enjeu qu'on a très, très bien compris. En tout cas, de mon côté, qui m'accroche beaucoup parce qu'on parle d'autonomie alimentaire et qu'en ce moment, il y a de plus en plus de terres qui servent à des fins peut-être pas de spéculation, mais des propriétaires non agricoles. Puis pour la relève, c'est de plus en plus difficile d'acheter une terre, en fait, qui est, par exemple, non morcelable ou qui est déjà scindée à une autre à côté. Puis, bref, ça pour dire que là, je te vois hocher un petit peu de la tête. C'est stressant. Non, c'est parce que les terres, ils ont toujours été chères. Même quand on regarde ça à partir d'aujourd'hui, il était pas cher dans ce temps-là, mais dans ce temps-là, il était cher. Ça a tout ouais, non, c'est. Ouais, c'est ça. Il augmente de prix peut-être plus rapidement. Mais en fait, un des points qu'on amène chez nous, c'est vraiment de limiter l'achat des terres par des propriétaires non agricoles pour éviter de la spéculation avec des terres. Mais c'est parce que si le propriétaire il a une carte de producteur, il est producteur. Tu sais, même si tu dis qu'il est non agricole, mais s'il cultive, il a une carte de producteur, il est producteur agricole. Fait que là, après ça, tu peux plus le bloquer. Si au moment où il l'achète, dans le fond. Puis après ça, il cesse ses activités agricoles. C'est ça, mais tu sais, mettons qu'il en achète une, puis après ça, il commence à cultiver, puis il a sa carte de producteur. Là, après ça, il est producteur agricole, il paye ses droits à l'UPA, puis il a sa carte du MAPAC, son numéro de NIM, son numéro d'identification ministérielle. Là, après ça, là, c'est sûr qu'il y a des nuances. Justement, quelqu'un qui veut se lancer, qui n'est pas agricole, puis là, qui achète, puis là, qui se fasse bloquer parce que, t'es pas agricole. Mais ça, c'est sûr qu'on veut pas ce genre de situation-là non plus. Mais là, c'est plus par rapport à... je pense dans les dernières années, j'ai essayé de trouver des chiffres là, pendant que je te parle, mais il y a une majorité d'achats de terres, non pas une majorité, près d'une majorité de terres qui ont été parmi les achats des dernières années qui étaient à des non-agricoles et qui n'allaient pas cultiver ces terres-là. Tu sais, les friches, je pense, ils prennent de plus en plus de place aussi. Les terres laissées en friche. Ouais, tu vas voir ça plus dans les alentours des villes, là, mais on va dire, dans mon coin, là, des terres en friche, tu verras pas ça, là. Si elle est en friche, parce que là, il y a trop de roches dedans, puis il est tanné de la cultiver. Il brise trop. Non, mais... Ouais, c'est ça. Au niveau de l'accessibilité des terres, c'est là, après ça, dans les techniques, absolument, il y a un paquet d'applications à justement pas bloquer la relève agricole. Mais nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que des intérêts étrangers se servent de nos terres pour profiter d'une spéculation parce que
avant même l'immobilier, les valeurs les plus sûres, c'est des terres. Puis là, en plus, dans le contexte qu'on arrive là, avec une, je veux dire potentiel, avec une certaine récession, ben, on voudrait pas que ce mouvement-là s'accentue. Là. Parce qu'un étranger, mettons quelqu'un qui viendrait de l'extérieur du Québec, quand tu parles d'étranger? Non, des investisseurs. OK, OK. Des groupes d'investisseurs. Ouais. OK. Non, c'est parce déjà, que... la première étape que ça demeure propriété, ben, tu sais, québécois, si on pense à une coop ou un groupe d'investisseurs québécois, mais qui agit dans le but de les cultiver, ça, c'est autre chose quand même. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, peut-être que l'autre, c'est pour la cultiver. Tu sais, à un moment donné, c'est dur de gager tout ça, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il faut pas... on voit une différence de mentalité. C'est sûr que ça, il va y avoir de l'implication et de la surveillance là-dedans pour éviter de se faire déposséder de nos tâches, je dirais ça comme ça. Oui. Parce que je pense, c'est-tu le PQ qui avait ça? Qui voulait comme limiter les achats de terre par du monde étranger. Par des investisseurs étrangers. Okay. C'est pas l'origine des personnes, là. C'était vraiment par rapport à c'est ça, de bloquer les groupes d'investisseurs. OK. Non, c'est parce que quand tu parles d'étrangers, ils ont le droit, un étranger peut acheter, c'est maximum 1000 hectares par année. Fait que s'il y en a un qui en achète 250, il en reste 750 que quelqu'un d'autre peut acheter. Mais tu sais, quelqu'un d'étranger, quelqu'un de l'Ontario qui est au Témiscamingue, un producteur du Témiscamingue en Ontario, mettons, ben, il ne peut pas en acheter plus que 1000 hectares s'il n'y a personne qui l'a acheté au Témiscamingue au Québec. Parce que c'est considéré comme étant un étranger. Fait que tu sais, il y a la CPTAQ est là-dedans aussi. Là. Il y a pas mal de règles de ce côté-là. Là. Oui. Fait que ça, c'est un des éléments importants de notre programme. C'est ça. En fait, misant sur l'autonomie alimentaire, il faut d'abord s'assurer d'avoir les terres pour y arriver. Il y a aussi, ça c'est assez net, assez franc chez nous, c'est de vraiment, dans le fond, dès le jour 1 d'un gouvernement du Parti québécois, c'est d'arrêter absolument tout dézonage agricole. Donc, l'expansion des zones blanches, par exemple, des municipalités, dès le jour 1, ça arrête complètement. Il y a pas, dans le fond, c'est le raffermissement. Puis, je dirais, c'est des orientations. Puis là, c'est après de voir comment que ça peut concrètement s'appliquer. Là, mais c'est sans dire un moratoire, mais au jour 1, on arrête le dézonage justement pour éviter l'expansion des zones blanches des municipalités. Puis ça, chez nous, dans Nicolet-Bécancour, ça a beaucoup de résonance, étant donné toute la pression qu'on va avoir dans le logement de c'est ça, dans nos municipalités avec le développement du parc industriel et portuaire. Okay. Mais ça, c'est quand même assez frappant. Puis, t'as écouté le débat, c'est vrai, d'ailleurs, entre... Pas au complet. Parce que j'avais un enregistrement le soir, mais j'en ai écouté une partie avec la tête sur le côté. Hey, ce sera pas long. Oui. Et voilà. OK, c'est bon, il fallait que je me demande. Ah, c'est parce que le Courrier Sud puis la radio locale via 90.5, ils ont fait comme un Facebook Live, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Le téléphone était sur le côté, le téléphone mais pas était sur le côté. C'est ça. Ben, les gens qui nous écoutent, je vous encourage à aller l'écouter. C'est quand même une belle occasion d'écouter tous les candidats. Puis on a débattu quand même un peu, mais c'est ça, vers la fin, on avait des questions d'agriculture. Puis avec Mario Lyonnais, entre autres, c'est ça, lui, il n'était pas d'accord avec ce point-là. Pour lui, les municipalités devaient pouvoir dézoner des zones agricoles pour pouvoir s'étendre davantage et chez nous inclusivement. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui nous distinguait. Ça dépend peut-être des municipalités. Il y en a qui sont vraiment pas grosses, pourraient peut-être faire une rue ou deux. Il y en a d'autres, à un moment donné, c'est des lots complets qui y passent. Ça pourrait être modulable, j'imagine, d'une place à l'autre. En fait, c'est toujours, puis c'est pour ça que je dis que c'est assez particulier. Personnellement, puis au Parti québécois, on est très franc là-dessus, c'est qu'avant d'ouvrir une rue ou deux,
Puis après ça, on réagrandit encore. À un moment donné, il faut comme arrêter de dire juste une rue de plus ou deux de plus. Je sais pas si tu te rappelles, à peine là, 20, 30 ans, 20 ans, là, quand on traversait le pont La Violette, à gauche, là, c'est encore tout des champs en culture. Puis là, on est avec un développement résidentiel, commercial. Ça a poussé en dedans de 20 ans. Brossard à Montréal, la même affaire, puis même quasiment pire, c'était un village avec un petit centre urbain, puis aujourd'hui, ben, il n'y a plus aucune terre agricole, ils sont tous développés en domiciliaire là-bas. Puis justement, ici, on peut se dire, oui, OK, bon, pour les 5 prochaines années, on aurait besoin d'une rue de plus ou deux, mais après ça, ça va tout le temps être comme ça. Fait que c'est pour ça, d'arrêter de dézoner, puis plutôt de regarder à l'intérieur des zones blanches comment on peut densifier. Puis là, densifier, on peut penser, bon, ben là, c'est pas tout le monde qui veut vivre dans des duplex. En effet, mais il y a beaucoup de gens que si on leur donnait un coup de main, faire de l'intergénérationnel, ça se fait. Scinder des lots en zone blanche, ça se fait également pour bâtir une maison supplémentaire. Puis Mario, c'est d'ailleurs là-dessus en débat me disait mais là l'UPA veut pas ça. Mais en zone blanche, c'est possible de faire de densifier de cette manière-là. Après ça, par contre, du côté de la CPTAQ, il y a peut-être moyen de voir également je sais qu'il y a beaucoup d'embûches pour les producteurs à avoir amorcelé une partie de leur terre pour bâtir une maison. Puis moi, j'ai un de mes amis qui m'a raconté justement, nous, on voulait se bâtir sa terre, mais elle avait déjà été morcelée, donc c'était pas possible. Puis là, après ça, nous, pour avoir une maison, pour continuer à travailler sa ferme, il faudrait habiter à quasiment le village voisin parce qu'il n'y a plus rien de disponible à Manceau. Puis c'est un exemple très concret. Oui, peut-être qu'il y a moyen, on devrait faire des mises à jour dans la loi sur la protection du territoire agricole, mais en fait, d'abord, faut, selon moi, puis on peut discuter là-dessus, mais il faudrait contraindre nos zones blanches à ne plus prendre d'expansion, puis à se développer à l'intérieur de ça, peut-être plus intelligemment aussi, là. Ouais, mais je veux dire, quand la zone blanche est toute bâtie, après ça, tu vas où? Si tu veux te bâtir? Densifier, c'est ça. Je pense que c'est ça, en ayant faisant des choix peut-être urbanistiques un peu plus forts. Par exemple, exemple concret, à Gentil, on a une piscine municipale. Bon, ben, est-ce que toute maison dans un certain rayon autour de la maison, de la piscine municipale, on interdit, c'est un exemple, je dis pas que c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se fasse, mais on interdit de bâtir des nouvelles piscines creusées ou des piscines hors terre, puis dans le but de peut-être que ces terres-là soient plus constructibles pour une deuxième maison, pourquoi pas. Là, je pense pas que ça s'applique partout, là. Mais tu sais, c'est en prenant des décisions comme ça à très long terme qu'on peut arriver à installer plus de gens à l'intérieur des zones blanches. OK, fait que dans le fond, le terrain en arrière où il y a de la piscine, on ne mettrait pas de piscine, tu remettrais une autre maison là. Ben là, ça dépend justement là, des applications. Je pense pas que je pense pas que personne veut bâtir une maison derrière sa cour avec un voisin dans sa cour, là. Peut-être plus des terrains qui sont plus larges que longs, disons. Mais c'est un exemple, là. Je dis pas que c'est quelque chose que je trouve réaliste nécessairement. Il y en a d'autres. Ben, un exemple concret qu'on suggère au PQ, au Parti québécois, c'est d'offrir des subventions pour transformer des maisons unifamiliales en plex, dans le fond, en duplex, que ce soit pour agrandir ou adapter une maison existante avec un logement, par exemple, au sous-sol, on pourrait octroyer jusqu'à 25 000 de subventions pour faire cette conversion-là. Okay. Fait que ça, c'est pour un propriétaire qui n'y habite pas, il serait également éligible. Donc, quelqu'un qui a quelques maisons locatives pourrait, lui, être encouragé à densifier ses propres bâtiments, soit par l'intérieur ou même en agrandissant. OK. Ensuite de ça, nécessairement favoriser l'achat local. On a une mesure, je dirais, la plus concrète, la plus évidente, en fait, ce serait de prêcher par l'exemple, d'avoir un pourcentage obligatoire d'achat de produits locaux chez nos services publics, donc dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Tout, ouais.
tout est dans la balance là, par rapport au coût, par rapport à. Je pense que ça vient obligatoirement avec un réinvestissement aussi dans nos services publics. Puis c'est ce qu'on prend au Parti québécois aussi, c'est de pas laisser le terrain en réduisant nos investissements puis en laissant la place au privé, en pensant au milieu de la santé ou à l'éducation, mais au contraire en réinvestissant parce que pour avoir parlé avec des chefs cuisiniers là, dans des hôpitaux, là, puis par hasard, sais-tu combien ils ont d'argent pour monter une assiette dans là, je pourrais pas nommer un établissement précis, là, mais dans une cafétéria d'un hôpital ou d'une école, disons. Ah, c'était même une école, ouais. OK. Comment ça coûte? Pour une assiette, ouais, je sais pas. Combien une école peut donner, tu sais, au-delà de la subvention, parce que, tu sais, mettons, en ce moment, un élève qui mange à une école, ça peut peut-être lui coûter quoi, 8-10 $ par repas. Nous autres, à l'école, c'est une coopérative qu'on a, là. Il me semble que c'est 5$ par repas. 5? Ouais, c'est pas si tant cher que ça. C'est quand même pas si pire, là. À l'étudiant. Après ça, le chef, là, ce qu'il peut mettre dans l'assiette, là, c'est au maximum un 2 $ ou 1,50 à peu près. Puis là, si tu veux de la laitue fraîche locale avec ça, t'as plus aucun moyen de mettre de protéines dans l'assiette, par exemple. Tu sais, il y a des choix comme ça qui sont pas du tout réalistes. Puis, fait que c'est pour ça qu'on propose en réinvestissant dans nos CPE, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, de venir améliorer. Tu sais, ce serait pas réaliste de donner des exigences, mais sans offrir plus de moyens à l'autre. OK. Parfait. As-tu une définition de achat local? Moi, je pars de chez nous, je vais à Gentilly. C'est-tu encore local? On a quand même une bonne trotte entre nous deux. Ben, c'est par rapport à panier local, j'ai eu beaucoup cette réflexion-là. Puis on a. Pareil, nous, on a des. Il y avait le panier bleu. Je regardais maintenant des entreprises qu'il y avait là-dedans. Ah, non, mais là, je regarde. C'est autre chose. Non, mais tu sais, c'est pour local. Mais je regarde, mettons, une place où ce que je fais affaire. Bon, c'est de l'achat local, oui, mais 80% de ce qu'ils vendent, ça vient d'ailleurs. Est-ce que c'est encore local? Oui, bien là, c'est le fameux label que le gouvernement en place a voulu mettre. Là. En fait, il existe déjà là, pour Aliments Québec, mais, non, mais là, je parle est-ce que local et provincial? Pour moi, non. Nous, on l'avait établi à un rayon de 70 km autour d'une résidence. Okay. Ça, c'est arbitraire, puis ça, c'est pas le parti non plus qui dit ça, mais c'est moi, avec Panier Local, on s'est posé la question. C'est un peu, je sais pas si tu as écouté ça sur Prime Video. Ouais. Une chaîne locale. Non, c'est pas vrai. Des investisseurs locaux. Ouais, dans TV chez nous, c'est local. Non, mais. Et voilà. Clarkson Farms. Non, j'ai pas vu ça. Non, lui, c'est Jeremy Clarkson. C'est un animateur de télévision en Angleterre qui fait des émissions de chars principalement. Mais lui, il s'était acheté une terre, puis il y avait un gérant sur la terre. Puis le gérant a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, il s'est dit, tiens, je vais cultiver, moi. Fait que là, puis dans ses émissions, à un moment donné, il a décidé de s'ouvrir un petit market. Mais eux autres, il y avait le label, mettons, achat local. Puis en Angleterre, en tout cas dans la région où ski, ou je ne sais pas, c'est partout au Royaume-Uni, local, là, c'est que tu pars d'ici, c'est un rayon de 50 km. 50 km, OK. Fait que tu sais, eux autres, ils avaient établi ça de même. Parce que là, à un moment donné, ils regardaient qu'est-ce que sa femme avait mis dans les tablettes. Il y avait des avocats. Ouais, ça arrive de où, ça? Je pense que ça arrive du Mexique. Ouais, c'est un petit peu plus que 50 km. Tu sais, fait qu'eux autres, ils avaient vraiment mis comme une loi, si on veut, là, locale. Pour avoir ce label-là, c'est en dedans de 50 km. Fait que j'avais trouvé ça pas pire. Ils ont mis moi, je trouve ça quand même réaliste, 50 km. Puis, c'est sûr, ça dépend de la densification du territoire. Mettons, Nicolas-Bécancour, avec la transformation. On s'entend qu'à Fermont, autour de 50 km, là, ça va goûter l'épinette pas mal. Là. Si t'aimes le champignon, si t'aimes l'épinette. Ouais. Et le caribou, mais... oui. Mais non, mais 50 km, moi, ça me paraît bien. Puis, tu sais, aussi... je pense que c'est un endroit où on fait beaucoup de où on fait preuve de beaucoup de discernement entre le bio et le local. Puis je pense qu'au Parti québécois, on se lance beaucoup en encourageant la proximité de la consommation. C'est le plus facile à, comment dire,
cette action-là vient régler un paquet d'autres problèmes logistiques et environnementaux, que ce soit le transport, on vient limiter le nombre d'intermédiaires, puis on garde le dollar, dans le fond, mettons le dollar de Nicolas Bécancour, on le garde aussi chez nous, puis c'est le même comme qu'on peut garantir une meilleure qualité de vie aussi chez nous. Parce que si, justement, là, un exemple concret, nous, le pont, il est facile à traverser pour aller du côté de Trois-Rivières, mais justement, si on veut garder des services de proximité de chez nous, ça vient aussi contribuer à ça. Donc, on peut imaginer des écoles. Oui, Trois-Rivières, c'est peut-être encore local. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu avec Panier Local, c'est vrai, les limites politiques au-delà du rayon. Là. Des fois, c'est surprenant ce que ça peut faire dans une chaîne d'approvisionnement. Ou une logistique de livraison. Puis je pense, au-delà c'est ça. Faut revenir au point principal avant de. Oui, bio, on peut l'encourager. Oui, bio, on peut subventionner, mais d'abord, je pense qu'on devrait privilégier nos cultures de chez nous, celle qui va aider notre voisin, celle qui va aider notre transformateur du village. Quelque chose que je retiens de la pandémie, c'est le retour des petites boulangeries. Il y a beaucoup de villages, là, beaucoup de villages centraux à certains territoires. Je sais pas, Gentilly, du côté de Leclercville, il y en a une nouvelle aussi. Du côté, je sais pas, du côté de Nicolette, Galoteau, c'est le meilleur. Oh oui, c'est le meilleur pain. Oui, je peux le dire. C'est pas nouveau, mais oui, ça fait longtemps. Non, c'est ça, c'est pas nouveau. Ce qui est là. Mais c'est ça. Je pense que la richesse de la proximité est tellement plus grande. Puis après ça, pour le bio ou pas, c'est du travail de longue haleine, en fait, de resserrer de resserrer nos pratiques, d'améliorer nos normes, mais en même temps, dans le secteur agricole, en ce moment, on est vraiment pionnier au Canada, puis même dans le monde avec nos normes. Puis au Parti québécois aussi, ça, c'est un autre truc très concret à te mettre sous la dent. Mais on aimerait que ça ne soit pas on aimerait, c'est qu'on veut que ça ne soit pas uniquement les normes sanitaires qui soient inspectées par rapport aux aliments qui entrent chez nous, mais également les normes de production. C'est quelque chose que l'UPA déjà m'avait parlé, puis ça se retrouve dans notre programme. Nous, nécessairement, devenant un Québec pays, c'est beaucoup plus facilitant parce que là, on a vraiment les deux mains sur le volant, puis on contrôle nos intrants, justement, en agriculture. Mais comme tel, ça devrait faire partie d'une autre demande du gouvernement du Québec de rapatrier ce pouvoir-là d'Ottawa. On ne sait pas si ça va faire comme notre dernier mandat de la CAQ, ils ont eu 21 demandes et 21 refus. Mais c'est sûr que nous, on va pousser pour avoir ce pouvoir-là de préserver notre qualité de production, puis surtout de ne pas accepter une concurrence déloyale provenant de l'extérieur. Je suis pas souverainiste, là, mais on s'entend que Trudeau est trop fraise, là, lui. Peu importe ce que tu lui demandes, pas sûr qu'il ait compris. Anyway. En fait, il sacrifie rapidement notre gestion de l'offre aussi. En tout cas, on parlera pas de lui, là. On va rester Québec. Dans le fond, là, ce que tu veux juste expliquer, c'est que si on importe un légume ou un fruit, peu importe, qui arrive d'ailleurs, on veut juste que s'il était appliqué avec des pesticides, par exemple, ce serait des pesticides qui sont homologués ici. Parce que des fois, il y a des pays encore douteux, des fois qu'il y a du stock qui arrive de là, qui, eux autres, ont encore le droit d'utiliser, par exemple, du DDT, qui, ici, il est banni depuis les années 70. OK? Là-dessus, c'est là-dessus. C'est ça que tu voulais expliquer. Exact. Puis, il y a une maraîchère, ça, qui me disait... je me souviens plus exactement le fruit et même la provenance, là, mais ici, c'est 0% de... Ah! C'est-tu du phosphate? Bref, pour qu'il soit considéré bio, c'est 0% de phosphore, phosphate. Mais dans un autre pays, ça peut aller jusqu'à 5-10% qui est accepté. Ouais, mais c'est pas équivalent. Puis les deux vont arriver sur la tablette à l'épicerie, puis les deux vont avoir la mention bio dessus. Ouais, mais faut faire attention, quelque chose qui est bio sur la tablette de l'épicerie, ça te prend vraiment
le logo, mettons, Québec. Écossaire Canada ou Québec Vrai, je pense. Il y a Québec Vrai, ouais, t'as raison. Fait qu'il y a quelques labels qu'il faut vraiment vérifier parce que s'il est écrit biologique, puis vous n'avez pas le Écossaire Canada ou le Québec Vrai, c'est douteux. Fait que. Ouais, un bio des États-Unis, un bio du Chili n'est pas nécessairement un bio. Ben, t'as le ici. US Organic, là. Écoute, là, puis souvent, si t'as le US Organic, t'as probablement le petit Écossaire aussi à côté. Ouais. Quand il y a des ententes bilatérales comme ça, c'est beaucoup Québec plus Vrai, simple. là, mais Ouais, non, c'est clair. comme nous autres, dans le sirop d'érable, là, on est certifié bio dans le sirop d'érable, mais c'est Écossaire Canada. Canada? Oui. Écossaire Canada, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. J'essaie de regarder le logo, me semble que c'est bien ça. Good. Ensuite de ça, vous n'avez pas la loi sur les agronomes. Ben, la loi sur les agronomes, on n'est pas, on n'a pas pris position aussi, comment dire, on la met pas aux poubelles, mais on veut, clairement, elle n'est pas prête à être adoptée comme elle est là, vraiment pas. Non, parce que Elle l'UPA vient avait vraiment pas. Non, ben on est d'accord là-dessus, mais ben, comme tel, c'est sûr on, on repart, on repartirait pas trop loin de la page blanche, selon moi, pour l'avoir lu, là. Euh, mais grosso modo, oui, dans notre plateforme, on n'a pas dit bon ben on la sac aux poubelles, mais clairement on l'adopte pas, là, on vote pas pour. OK. Non, parce que même telle qu'elle est là, j'ai pas parlé avec aucun agronome qui est à pour. Tous ceux avec qui j'ai parlé sont contre. Fait que, non, ça passe pas, disons. Surtout qu'il y avait un point là-dedans où ça l'enlevait quasiment du pouvoir à l'agriculteur de prendre ses propres décisions. Là. Oui, absolument. Ben, sur l'alimentation des bêtes, entre autres, là, je pense que c'est dans le laitier puis dans le bovin. En tout cas, bref, les agronomes, déjà, il en manque. Déjà, c'est pas accessible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme feedback. Il y a des fois, des rapports d'agronomes, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois d'avoir leur feedback. Mais là, on vient leur donner c'est pas tant plus de pouvoir, mais même plus de responsabilité, plus de devoirs. Je comprends les agronomes de ne pas être pour non plus. Non, c'est ça. Puis en plus, comme tu dis, il manque d'agronomes. Ouais. Puis ça visait surtout de séparer la vente et le conseil, surtout au niveau des pesticides. Mais là, c'est parce que ça incluait tout là-dedans. Même celui qui fait des conseils pour l'alimentation animale, même pour celui qui vend des taux hypothécaires, des affaires de même. Même celui de la banque, ça touchait pratiquement tout le monde. Là, il faudrait tout dédoubler quasiment ce monde-là. À un moment donné, ça n'aurait plus d'allure. Déjà qu'il en manque. Il manque de vétérinaires, il manque d'agronomes. À un moment donné, on ne peut pas les inventer, ce monde-là. Là. Ouais, donc c'est comme la vieille promesse de un médecin de famille pour chaque Québécois d'ici tant d'années. Ouais, on peut pas les inventer, là. On les a pas. C'est ça. C'est ça. On manque de monde partout, là. Fait que faut travailler avec ce qu'on a, là. Puis essayer de ne pas trop en perdre, là. C'est pas évident, à un moment donné, mais en tout cas, faut faire ce qu'on peut. Mais d'après moi, il va mourir au feuilleton, ce projet de loi-là. Comme la plupart, veut pas, on va arrêter de gouverner. En fait, le gouvernement actuel va arrêter de gouverner par décret. Les commissions parlementaires vont reprendre absolument toute leur place. Les périodes d'études là, étaient tellement raccourcies, ça n'a aucun bon sens. Puis ça, en tout cas, le Parti québécois, on a pris position là-dessus aussi, ça fait longtemps. Puis pendant la pandémie aussi, on a demandé d'arrêter de ce type de gouvernance-là par décret parce que vraiment, là, ça a donné des projets de loi comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Vous aviez pas un point d'investir dans la recherche pour avoir des semences là, adaptées au climat? Je ne sais pas trop. Y avait-il une patente dans ce genre-là, au PQ? Au pelaille. Je pense pas qu'on ait été si précis que ça. Ben, peut-être de manière dans la dernière année, mais pas par rapport à la campagne, je te dirais. Je pourrais essayer de voir, là. Mais non, le dernier, l'autre point, en fait, qu'on a pris position vraiment spécifiquement pendant la campagne, c'est la relève agricole. Puis ça, c'est une mesure que je suis vraiment très fier et content parce que la relève agricole, elle a, oui, un âge, là, ça peut être la jeunesse,
mais à Mané aussi, elle n'a pas d'âge non plus. Il y a des gens qui, au courant de leur vie, ça va être des agriculteurs de première génération, ils vont acheter une terre, que cette personne-là ait 40 ans ou 30 ans, ben c'est de la relève quand même. Fait que ça, il y avait un décloisonnement au niveau des aides à la relève agricole pour vraiment venir pallier à ces injustices-là basées uniquement sur l'âge. Puis aussi également par rapport au volume, d'encourager autant les agriculteurs à se lancer pour un petit volume, pas nécessairement, disons, des maraîchers. C'est vraiment ça. Ben, ça, c'est un constat que j'ai fait quand même récemment. Là. Soit les maraîchers qui peuvent en vivre sont assez grands, assez gros et de 2, 3, 4e génération, grosso modo. Se lancer maraîcher aujourd'hui en serre, même les programmes de serre correspondent pas à la réalité pour une serre de 40 par 100 pieds à peine. Là. Ouais, puis là, à ça, il y a beaucoup de maraîchers de première génération. Oui, puis eux, ils en arrachent, puis c'est à très court terme, justement, puis c'est pour ça qu'on a pris position là-dessus. Dès cet automne, dès le printemps prochain, eux, ça se peut qu'on en perde une coupe de ceux-là qui se sont lancés, autant, oui, pendant la pandémie, mais même avant, de nos tout récents, là, avec la hausse des... parce que c'est beau de dire l'énergie, électrifier nos serres, mais nos serres actuellement, là, c'est de la granule, c'est du propane, c'est pas électrifié tant que ça encore. Fait qu'on veut accélérer aussi les programmes de transition énergétique en agriculture. Oui, mais c'est surtout d'amener bien du courant. Là. S'il y a rien qu'une ligne, ben, ça prend du triphasé, généralement. Oui, c'est 600 volts. Ah oui. Ben, c'est ça. Ça prend le triphasé. Ça prend, dans le fond, les 3 fils dans le poteau. C'est ça. Pour avoir le triphasé, ça te prend les 3 fils. Oui, normalement. C'est ça. Fait que c'est ça au niveau de la... Là, je me suis écarté du côté de l'énergie, là, mais du côté du soutien de la relève agricole, il y a aussi la mise en place d'un prêt à bas taux fixe à long terme. Là, on parle des prêts 40 ans qui devraient être accessibles par le gouvernement à la relève agricole. Ben, ça, par la financière agricole. Par la ben, en partenariat avec le gouvernement, dans le fond, avec nos investissements Québec de ce monde. OK. Dans le fond, d'utiliser nos leviers québécois pour aller en agriculture. Ah, bon. Parce que veut pas, une autre de nos demandes, une autre de nos promesses également, c'est de sortir la caisse de dépôt des hydrocarbures également. Mais cet argent-là, ces actifs-là, on va pouvoir les réinvestir, puis on va pouvoir les réinvestir dans nos terres, justement. OK. Parce qu'il reste que la caisse de dépôt, elle, son but, c'est de faire des profits pour les retraites. S'il y a plus d'argent à faire dans les hydrocarbures, il faudrait quasiment qu'elle y reste parce que ça prend des rendements pour payer ces retraites-là. Là. Ben, c'est là où souvent on entend ben là au Québec, si on change nos habitudes de consommation personnelle, ben on sauvera pas le monde à nous seuls. Par exemple, quelqu'un qui va acheter une voiture électrique plutôt qu'à l'essence, puis bon, ça, c'est un autre débat, là, mais bref, mais ça, c'est un autre en fait, c'est là qu'on peut réellement faire une différence au Québec, dans le monde entier, en se désengageant des hydrocarbures. Quand tu parles de l'efficacité de l'investissement, ben c'est là qu'on peut vraiment donner une portée à nos actions en climat. Parce que ça dépasse nos frontières carrément. OK. Bon, encourager le développement de l'agriculture en serre à l'année. Oui. C'est ça qu'on vient de parler. Ben, avoir du exact. Courant, ça prend du jus. Favoriser la production agricole biologique et diversifiée. Ça s'en vient de plus en plus. Tu sais, nous autres, on est bio dans le sirop d'érable. Tu sais, on va dire, entre toi et moi, et la boîte à beurre, là, sirop d'érable conventionnel, du sirop bio, puis du sirop bio, là, la ligne est bien mince. Assez que la seule différence qu'il y a, c'est de la paperasse. Tu sais. T'as plus de paperasse, c'est tout. Parce que, tu sais, on met pas de fumier là-dedans, on n'a pas de paf à faire, on met pas d'engrais, on peut mettre de la chaux, ça, on en met une fois, puis après ça, on est correct pour tout le temps. Ouais. On ne sème pas à tous les ans. Tu sais, on les ressème pas, les arbres, là, ils se transplantent tout seuls. Fait que, tu sais,
Dans le restant, on est pratiquement bio. Tu sais, les petites pilules qu'il y en a qui mettaient dans le fond de la terre, ça n'existe plus. Ben, ça n'existe plus, je sais pas. Je pense que ça n'existe plus. À cette heure qu'on lave les tuyaux à l'alcool, on a bien moins de dommages par les écureuils. Fait que pas besoin de mettre du poison dans le bois pour les contrôler ou quoi que ce soit, mais on n'avait jamais mis anyway. Fait que ça ne change rien de ce côté-là. C'est dans les cultures les plus faciles à transférer bio. Si je me trompe pas, Oui, oui. pas mal. C'est ça, je te dis, entre le conventionnel et le bio, il n'y a pas de différence. Il n'y a à peu près pas de différence. La différence, c'est de la paperasse. Good. Fait que c'est pas mal tout ça, je te dirais, pour ce qui est du Parti québécois puis le programme de l'agriculture. Il y a, ouais, grosso modo, oui, ça ressemble à ça. Il y a un côté, on a sorti le plan climat qui, lui, est très, très, très détaillé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le consulter, mais il y a aussi des mesures en agriculture là-dedans qui sont très, je trouve, réalistes, là. Alors, on veut pas électrifier de bord en bord du jour au lendemain notre secteur agricole, mais on voit un beau potentiel de le faire quand même. Fait que, au niveau des puis même pas de la machinerie, là, mais d'abord déjà la transformation, le séchage, d'adapter notre réseau électrique pour ça, c'est dans nos priorités aussi. Puis au niveau je dis du commerce circulaire, voyons. L'économie circulaire, tu veux dire? L'économie, oui, c'est ça, l'économie circulaire. Il y a encore des pas de géants à faire, puis ça prend plus de maillage, puis après ça, notre richesse elle est là, là. La réutilisation du plastique agricole, entre autres, avec ce qui s'en vient. Mettons, Nicolas Bécancour, on a une opportunité incroyable. Il va y avoir des entreprises de transformation. Par exemple, avec les piles et tout ça, ça prend du plastique. Pour tout ça, ben, on a une opportunité très locale de réutilisation de nos plastiques. Donc, plus on va renforcer nos filières. Je suis curieux. Mettons le plastique des balles rondes, par exemple. Exact. Bon, ça s'en va, ben, parce que là, il y a eu une annonce qu'il va y avoir une usine de récupération de batteries à Bécancour, là, dans le parc industriel. Là. Dans le fond, c'est avec elle que tu. Parce qu'il y a eu deux annonces d'usines de batteries, là, me semble, dans le parc industriel. Oui, mais ça, c'est pas encore là. Les deux usines qui vont ouvrir à court terme, là, c'est GM Pasco. Donc, ça, c'est batterie. Puis l'autre, c'est BASF. Ça, c'est la récupération. Puis, mais pour la construction de nouvelles batteries. OK. On a un besoin de plastique. Fait que plutôt que de l'importer, si on fait le maillage nécessaire entre notre secteur agricole chez nous, transformer ce plastique-là, de le récupérer, puis après ça, de l'intégrer dans nos produits neufs, c'est une belle opportunité. Puis c'est là où, au Parti québécois aussi, on veut l'intégration du ministère du Développement régional, qui est un ministère qui est un peu la porte d'entrée pour les municipalités, pour les MRC, pour le développement de nos régions, et de l'autre côté, qui peut lancer des programmes pour venir améliorer l'efficacité de nos régions avec les réalités de chacune d'entre elles. Tu sais, si on va du côté de la Gaspésie, c'est pas la même chose qu'ici. Fait que ça, c'est le plus gros appui, je pense, qu'on peut avoir au niveau de l'économie circulaire. Ça prend du jus de cerveau, au final, ça prend du monde sur le terrain qui va voir, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on a de besoin, quel lien on peut faire. Puis, disons, à l'intérieur du parc industriel, c'est déjà fait. Maintenant, avec Virancia qui vient de s'installer, bon, eux se sont trouvés une chaîne de l'approvisionnement, mais après ça, il y a moyen de venir améliorer tout ça avec la récupération, par exemple, des plastiques agricoles. Ah, ben OK. OK. Dans le fond, ils prendraient le plastique pour le faire fondre, refaire un moule avec pour faire des batteries. Dans le fond, là, autour de la batterie, c'est un peu ça. Exact. Puis tu sais, ça, c'est pas un projet. Puis oui, peut-être c'est un projet d'affaires. Je pourrais peut-être m'en aller là-dedans à la place. Mais non, mais c'est la force d'avoir un État, un gouvernement régionalisé, puis d'avoir plus de moyens pour mettre de l'avant ce genre de projet-là. Parce que des opportunités d'affaires, si on a tu sais, c'est la filière de la batterie, c'est ça, c'est un gouvernement qui assume un potentiel.
De l'autre côté, est-ce qu'il va trop le politiser? Peut-être. Justement, au Parti québécois, on a vraiment confiance et au-delà de confiance, on veut des experts. On veut pas que ce soit des décisions politiques. Donc, autant pour le développement de la filière, mais même pour les opportunités futures, c'est pas politique là, de dire hey, on a du plastique d'un bord, hey, on a besoin de bâtir de l'autre. Ça prend plus de monde sur place, sur le terrain pour travailler tout ça. Fait que c'est un peu les orientations du Parti québécois qu'on veut, un gouvernement qui s'assume, un Québec qui s'assume, c'est ça notre slogan. C'est autant vrai pour nous à l'interne que pour notre pays. Good. Hey, Philippe, un gros merci pour ton temps. Hey, ça fait plaisir. Ouais, je vais le voir là. Hey, on a fait une belle discussion. 55 minutes qu'on est rendu. C'est fantastique, ça. C'est ça qui est le fun à podcast. Ouais. On n'est pas limité, on se laisse aller. Ben, je sais pas si tu as fait des entrevues radio, mais t'es chronométré, puis OK, puis il faut tailler to the point, puis l'animateur, il t'écoute pas trop, puis il te pose des questions que sur sa feuille. C'est à peu près ça. Là. Donc, c'est ce que j'aime, la formule podcast. Tu as le temps d'expliquer tes affaires. Prends ton temps. On n'est pas chronométré, ça ne coûte rien publier anyway. Donc, un gros merci, Philippe. Merci de ton invitation encore. Puis, n'hésite pas une prochaine fois, une fois élu ou pas. Yes, je pourrais peut-être aller voir ça, le Moulin Michel. Au Moulin, quand tu veux. Ben oui, je vais te montrer ça, la meunerie. C'est bien parfait. Donc, Super. Sur ça, tout le monde, je vous dis à la prochaine. Puis merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Salut. Merci.